Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère. Nous serons en compagnie de Frédéric Duboulet d'Au-delà du miroir et nous allons parler d'un personnage que vous connaissez certainement. Il s'agit d'Edgar Cayce. À tout de suite. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le Sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Frédéric, bonjour, merci d'être avec nous. Bienvenue dans la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Bonjour Alain, et puis merci beaucoup encore une fois de votre invitation, et puis bonjour à tous les auditeurs. Alors, nous allons parler d'un personnage très connu, Edgar Cayce, né le 18 mars 1877, près de Beverly, dans le Kentucky, aux États-Unis. Qui était Edgar Cayce ? Alors Edgar Cayce, c'était un personnage complètement incroyable, un grand mystique, un prophète pour certains. Il était surnommé d'ailleurs le prophète dormant. Alors j'expliquerai un petit peu par la suite et au fur et à mesure de nos échanges. Typique, en 1877 et décédé en 1945 aux États-Unis. Donc ce personnage, qui, je dirais, n'était pas issu non plus a vraiment marqué les esprits parce qu'il a eu des capacités complètement hors du commun et complètement hors norme. L'origine de ces dons, qu'on va expliquer par la suite, des dons médiumniques, l'origine de ces dons serait issue d'une maladie qu'il aurait eue à l'âge de 5 ans, qui l'aurait plongé dans un coma et qui aurait été un petit peu le déclencheur de tout ce qu'il a eu par la suite. Alors, qu'est-ce qu'il a eu par la suite, ce fameux personnage? C'est que à l'âge à peu près de 23 ans, il a malheureusement subi une maladie, une laryngite aiguë, qui l'a rendu complètement aphone. Et il a perdu totalement la voix, il est arrivé en 1900 à peu près, et ça posait de gros problèmes parce que c'était quelqu'un qui utilisait, comme tout le monde bien sûr, la voix, mais qui s'en servait aussi un petit peu comme un outil pour les différents travaux qu'il avait à faire. Donc, par la suite, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait ce qu'on appelle alors des hypnotiseurs locaux qui se déplaçaient un petit peu dans les campagnes ou au niveau des États-Unis, issus un petit peu des milieux du cirque, donc pour plonger les gens dans un état hypnotique et puis faire des choses par la suite, comme on peut voir aujourd'hui. Et un des deux hypnotiseurs qu'il a rencontré, parce que ça s'est fait en 2 temps, mais un des 2 hypnotiseurs qu'il a rencontré a dit moi je veux bien essayer de le plonger dans un état hypnotique pour essayer d'améliorer la maladie qu'il rencontre et les problèmes qu'il rencontre. Parce qu'apparemment cet hypnotiseur arrivait à obtenir certains résultats par ce biais-là. Donc ils ont réussi à plonger notre ami Edgar Cayce dans un état hypnotique avancé, une sorte d'auto-hypnose de transe importante. Et qu'est-ce qui s'est passé? Première chose, c'est que quand l'hypnotiseur a posé des questions à Edgar Cayce, premier point, c'est qu'il s'est rendu compte que Edgar Cayce parlait, c'est-à-dire répondait, alors qu'il était aphone. Donc il arrivait à répondre, alors de façon un peu difficile, mais il répondait quand même. Et chose très étrange, il répondait avec une aisance et une pertinence qui était complètement incroyable. L'hypnotiseur posait une question simple, pourquoi êtes-vous malade? Et Edgar Cayce répondait, alors c'est ça qui est aussi incroyable, c'est qu'il parlait souvent à la première personne du pluriel, il utilisait nous, ou il utilisait souvent il, pour définir l'entité qui était au sein du corps d'Edgar Cayce. Vous voyez? Et donc il expliquait pour quelle raison la structure physique, le corps physique était malade, et comment il fallait faire pour y remédier. Donc il a donné un remède qui était lié aux cordes vocales. Ce remède a été appliqué et Edgar Cayce, au bout de quelques mois, a retrouvé l'usage de la voix de façon parfaitement sereine et il a pu réutiliser son outil linguistique comme ça a toujours été le cas. Une parenthèse, pourquoi le corps physique est malade? Dans le cas d'Edgar Cayce? Oui. Alors, j'ai pas souvenir d'avoir précisément la réponse sur l'origine de sa maladie.
En tout cas, il a sûrement dû la dire dans ces éléments-là. Mais ce que Edgar Cayce expliquait alors au fur et à mesure, parce que ça a été vraiment le point de départ. Ça s'est passé en 1900 et à partir de 1900, des années qu'on suivit, 1910 surtout, ce mode de fonctionnement-là a complètement que la majorité des maladies provenaient de l'intérieur de soi-même ou de l'environnement direct, par exemple des problèmes de couple ou des non-dits, des choses comme ça, qui seraient impactés sur le corps physique. Ouais. Alors quels étaient les remèdes qu'il donnait aux gens? C'était une médecine tout à fait naturelle, tout à fait saine, parce que il expliquait aux gens que soit en changeant leur mode de vie ou en travaillant sur les problèmes psychologiques qu'ils avaient, les choses qu'ils enfermaient un petit peu à l'intérieur d'eux, ils arriveraient à avoir des améliorations et puis carrément à remédier aux maladies qu'ils pouvaient avoir. Ou en utilisant de l'homéopathie, de l'utilisation aussi des plantes, de la médecine tout à fait parfaitement naturelle et parfaitement saine, encore une fois. Oui, finalement, c'est une médecine que certains appliquent aujourd'hui encore. Ah oui, bien sûr. C'est une médecine que beaucoup appliquent et certains qui ont un cadre de vie tout à fait sain, comme on dit un peu souvent, un esprit sain dans un corps sain. Exactement. Fonctionnent très très bien et ont des résultats parfaitement exceptionnels. Pas nécessaire d'utiliser toute la pléiade de médicaments, je dirais, qui ont tendance à plus nous rendre malades qu'autre chose, pour se soigner de maux que nous créons nous-mêmes, parce que c'est ce que Edgar Cayce expliquait. C'est-à-dire que c'est des maux que nous créons nous-mêmes. Et ces maladies-là, c'est d'abord nos maladies. Il faut aller droit à la cause, quoi. Exactement, c'est ça. Quels ont été les grands moments de la vie d'Edgar Cayce? Alors, donc, Edgar Cayce, suite à cette histoire de transe, il s'est rendu compte par la suite, alors les gens qui étaient autour de lui se sont rendus compte que quand il tombait en état hypnotique, c'est-à-dire qu'il avait une faculté, une facilité à tomber dans un état hypnotique très rapidement. Il plongeait dans une sorte de coma, alors attention avec des guillemets bien sûr, un léger coma. Et quand il était dans cet état de coma, on pouvait lui parler et il répondait aux questions, mais alors avec une pertinence totalement incroyable. C'est-à-dire qu'à un tel point où ça commençait à faire tellement de bruit que les gens ont afflué de plus en plus pour aller le voir, parce qu'il y a eu des articles de presse qui sont parus sur sa situation, sur les résultats qu'il a obtenus. Parce que ce qui est incroyable, c'est tous les résultats qu'il a obtenus derrière. C'est-à-dire qu'il y a des gens que la médecine conventionnelle de l'époque avait condamnés en disant, de toute façon, vous allez perdre la vue, par exemple, dans le cas d'une personne qui n'arrivait plus à voir, ou qui avait une cécité importante, ou vous n'avez plus que quelques mois à vivre, et Edgar Cayce, ces gens-là allaient consulter Edgar Cayce un petit peu en désespoir de cause. Comme font certains aujourd'hui, dans le cas des guérisseurs ou d'utilisation du magnétisme, par exemple. Et Edgar Cayce leur donnait simplement une lecture en leur disant, voilà, vous êtes malade, votre corps, souvent c'était une utilisation d'un langage particulier, mais en gros, votre corps est malade pour telle raison, et pour le soigner, il faut utiliser tel remède. Et au bout de quelques temps, les gens étaient soignés. Et ça fonctionnait bien. Et ça fonctionnait à chaque fois. Maladies, à chaque fois. Et des maladies totalement incurables qu'on ne pensait pas pouvoir soigner. C'est-à-dire qu'il a soigné des gens qui étaient quasiment devenus aveugles avec le temps et ils ont retrouvé la vue. Des personnes qui avaient des gros problèmes, soit intestinaux, soit autres. Ça pouvait être de tous bords. Il a réussi à les soigner d'une façon complètement incroyable et avec des remèdes naturels. Quelle était la nature de ces maladies? Par exemple, ces aveugles devenaient aveugles, perdaient la vue. Pour quelles raisons? Alors, il y avait des maladies qui étaient issues directement, comme je le disais tout à l'heure, de l'environnement immédiat, c'est-à-dire des problèmes familiaux que les gens accumulaient et qui gardaient en eux et qui par la suite déclenchaient des maladies. Il y avait ensuite, suite, on va dire, aux différentes lectures que Edgar Cayce a fait, parce qu'à l'origine, ces lectures étaient uniquement basées sur la médecine, la santé. Et puis par la suite, ça s'est élargi, c'est-à-dire qu'il a commencé à parler des anciennes civilisations. Il a parlé de l'Atlantide, il a parlé également des interactions entre l'esprit, l'âme et ce qu'on appelle aussi les maladies karmiques. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient des maladies karmiques. Alors, lui, ça a été un des premiers déclenchements qui ont remis un petit peu en cause sa ferveur catholique, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'Edgar Cayce était un catéchiste fervent. C'était un disciple du Christ, parce qu'il faisait partie d'une église protestante, d'ailleurs qui s'appelle les disciples du Christ, très appliqué, c'est-à-dire qu'il lisait peut-être la Bible en entière, du début à la fin, une fois par an. Et il appliquait les principes qui sont transmis à l'intérieur au niveau des enseignements, par exemple, christiques. Et lui, il était vraiment terriblement croyant. Et quand ses lectures à lui, parce que lui, il se rappelait pas, c'est-à-dire que quand il était dans le coma, il se rappelait pas de ce qu'il disait. C'était les personnes de son entourage qui lui disaient ce qu'il avait dit pendant son sommeil.
Et souvent, le lien de réincarnation... On en parlera justement de la réincarnation dans quelques instants. Oui, bien sûr, on en parlera un petit peu après. Les liens qui étaient issus des maladies des anciennes vies, donc de la réincarnation, étaient très très présentes dans les maladies que les gens pouvaient rencontrer et pour lesquelles ils allaient consulter Edgar Cayce. Est-ce qu'il arrivait à soigner des maladies génétiques, par exemple? Oui, bien sûr. Il y a eu des maladies comme ça génétiques qui ont été soignées, des maladies qui ont été déterminées comme parfaitement incurables par la médecine conventionnelle. Alors des gens qui ont fait des pléiades d'examens, donc c'était à l'époque 1900, hein, donc on n'avait pas non plus la pointe de technologie qu'on a aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, il y avait des maladies très importantes que la médecine ne pouvait pas soigner, et avait même déclaré en disant, écoutez, monsieur ou madame, on ne pourra pas vous soigner, c'est pas possible. Donc il va falloir vivre avec ce mal, et ces gens-là allaient voir Edgar Cayce, qui lui leur trouvait, c'est ça qui est complètement ahurissant, c'est qu'il leur trouvait des remèdes parfaitement, je dirais, quelque part assez faciles à appliquer. Je suppose que ça a été contrôlé, tous ces cas-là ont été recensés. Comment a réagi la communauté scientifique? C'est resté un mystère quelque part. Alors, c'est resté un mystère pour beaucoup de scientifiques qui n'ont pas réussi à trouver de réponse. Et puis, c'est devenu un prophète pour ceux qui l'ont un petit peu élevé au rang d'icône. Parce qu'il avait des capacités et il avait des facilités pour soigner les gens et donner des informations complètement incroyables. Il donnait des informations, par exemple, des gens qui ne l'avaient jamais vu, qui venaient pour la première fois le voir dans leur cabinet. Il allait vous raconter votre vie, quoi. Alors qu'ils n'avaient jamais vu, comment ils pouvaient connaître que votre tante avait tel type de problème ou qu'avait tel lien de parenté avec telle personne. Vous voyez, c'était impossible. Et il expliquait ça d'une aisance complètement incroyable. On aurait dit un enregistrement qu'on mettait en route et puis c'était parti, quoi, ça déroulait. Alors on en revient toujours à la même chose, j'ai encore la cité une fois de plus, on me dit à la radio que je la cite beaucoup, mais on en revient au champ informationnel de Jacqueline Bousquet. Oui. Finalement, Jacqueline Bousquet disait, il ne sert à rien de traiter les symptômes, il faut agir sur le champ informationnel. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut agir sur la cause, tout à fait. Les conséquences. Ouais, voilà. Parce que c'est un peu la maladie, si vous me pardonnez l'expression, mais c'est un peu la maladie de notre société, c'est qu'on s'affaire et on s'attelle à essayer d'arranger les conséquences, mais on règle pas les causes. Tout à fait, oui. Donc ces conséquences-là d'une cause qu'on n'a pas réglée vont revenir, mais d'une façon différente. Et elle disait donc, Jacqueline, qu'en agissant sur le champ informationnel dont on est issu, évidemment, c'est comme si on changeait de fréquence, on changeait la fréquence et on enlevait la maladie. Oui. Voilà. Bien sûr, mais c'est exactement ce que prenait Edgar Cayce à la fin de sa vie, c'est qu'il expliquait qu'on est capable de s'auto-guérir sans aucun problème de tous les maux qui, encore une fois, la plupart des maux, si ce n'est la majorité des maux qui nous affectent, sont issus directement de nous. C'est-à-dire c'est nous qui créons la maladie. Et ce qu'on appelle en langage des oisons, c'est un langage en fait, c'est le langage de tous les jours qu'on utilise, mais qui a une signification particulière si on le détaille et si on va chercher un peu les racines. Et la maladie, c'est le mal a dit. Vous voyez, et donc c'est quelque chose qui est d'abord issu de nous et que nous créons, alors inconsciemment, bien sûr, la plupart du temps, mais qui va refléter sur le véhicule corporel, qui est notre corps physique, et qui va se transmettre alors, ou qui va réagir selon telle maladie, de l'asthme, ou je sais pas, encore des maladies de peau, des maladies sanguines, etc., etc. Alors certains répondront, il faut y croire. C'est déjà là la première chose, bien sûr qu'il faut y croire. Alors finalement, faudrait redéfinir ce qu'est la croyance. Exactement, c'est ça. Parce que finalement, la croyance, c'est pas croire quelque chose bêtement comme ça. Ça va beaucoup plus loin que ça, la croyance. Ah oui, bien sûr, ça va beaucoup plus loin que ça. Et également sur le côté de ce que Edgar Cayce appelait la prière. Tout à fait. La véritable prière, qui n'est pas répéter bêtement des mots que vous avez lus dans la Bible ou dans un autre livre saint, entre guillemets saint, comme le Coran ou qu'encore d'autres religions utilisent, en les répétant bêtement et inlassablement. Non, la vraie prière, elle vient du cœur, et la véritable prière, elle vient des profondeurs de l'âme. Voilà. Et cette prière-là a un impact immédiat, bien sûr, sur nous et sur les interactions qu'on peut avoir avec les mondes invisibles. Et ça veut dire agir justement, vouloir modifier les choses, les paramètres. Exactement. Voilà. Et comme disait Jacqueline Bousquet, il vous sera fait comme vous pensez. Oui, ou vous saurez ce que vous pensez. Exactement. Et donc, finalement, elle disait aussi que quand on pensait d'une certaine manière, on agissait directement sur l'ADN. Oui, aussi. Voilà. Bien sûr, tout à fait. Et je rejoins parfaitement ce que Jacqueline disait, et ce qu'il continue à dire, je suppose, parce que effectivement c'est le cas de figure, c'est tout à fait ça, bien sûr.
C'est la capacité, la puissance de l'esprit. On avait fait une émission aussi sur la mémoire de l'eau. Oui, absolument. On voyait l'impact et les modifications de la nature cristalline de l'eau en fonction des émotions. C'est la même chose pour notre corps. C'est exactement la même chose. Oui, alors, quand on est ce qu'on pense. Voilà, quand on sait qu'il est composé de 80% d'eau, déjà, ça explique pas mal de choses. Tout à fait. Et d'ailleurs, Jacqueline Mousset me disait, ça a été l'histoire de l'eau, ça a été prouvé en laboratoire, hein, la science. Oui, bien sûr, scientifiquement. Ça, faut bien le dire. Émission. Tout à fait. Bien sûr. Alors, pour en revenir sur Edgar Cayce, je continue sur les lectures qu'il a faites. Au fil de sa vie, il a fait, pendant à peu près 43 ans, hein, il a fait 14 306 lectures. Donc c'est quand même très conséquent. De 1901 à 1944, hein, parce que ses premières véritablement lectures qui se sont mises en route et qu'il a pratiquées par la suite sont issues des premiers états hypnotiques dans lesquels il s'est plongé. Il a fait, on peut répartir ça en 3 ou 4 types de lectures. Donc les lectures de santé, hein, qu'on a parlé jusqu'à présent, ou lectures physiques, hein, qui sont orientées sur la médecine, le problème des patients, les pathologies, à hauteur de 9603 lectures à peu près. Ensuite, ça commençait à se développer. Et c'est là où ça devient aussi une autre histoire un petit peu de ce personnage atypique, hein, complètement incroyable. C'est qu'il a diversifié ses lectures et il a commencé à parler aussi justement de ce qu'on disait à l'instant, c'est-à-dire la réincarnation, les liens du karma et de façon plus générale, l'esprit, la nature de l'esprit, la nature de l'âme et bien sûr de Dieu, ce qu'on appelle Dieu façon un petit peu, dans la vision monothéiste de nos grandes religions. Donc ce qu'on appelle les lectures de vie. Il s'intéressait à la réincarnation et aux lois universelles. Oui, voilà. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure. Excusez-moi, parce que souvent je pars sur un sujet, j'ai du mal à revenir un petit peu en arrière, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire sur Edgar Cayce, donc c'est pas évident. Mais effectivement, et ça l'a profondément bouleversé, parce que pour soit les catholiques, soit les chrétiens, la réincarnation n'est pas acceptée, selon le dogme général. Attention, hein, bien sûr. Hein. Et c'est quelque chose qui l'a profondément un petit peu bouleversé, parce que la réincarnation et les liens des maladies karmiques, hein, en lien avec nos anciennes vies, et ce qu'on a fait dans nos anciennes vies, qui ressortent aujourd'hui, hein, l'a profondément... Oui, il disait que ça l'avait dérangé au début parce que pour lui la réincarnation, il n'y avait pas de réincarnation, vous voyez. Mais à la fin, il était persuadé qu'il y en avait parce que il a soigné tellement de gens qui avaient des problèmes de karma, hein, donc voilà, des malformations, des soucis par exemple de hanches, des problèmes d'articulation ou autres qui étaient directement issus de la dernière vie qu'ils avaient eue. Qu'à la fin, il y croyait, bien sûr, effectivement, dur comme fer. Hein. Donc après, il a fait ce qu'on appelle donc des lectures de vie, il en a fait à peu près 1920. Et puis, par la suite, il a fait ce qu'on a appelé aussi des lectures spéciales. Alors, des lectures spéciales sur des matières un petit peu déterminées, c'est-à-dire les anciennes civilisations, donc l'Atlantide, l'Égypte, des questions mondiales, développement spirituel et autres. Donc là, il en a fait à peu près 1000 lectures. Quand même, ouais. Et puis après, il faisait aussi également d'autres lectures, des lectures par exemple d'affaires, de l'ordre des domaines de la finance, des domaines industriels, des lectures oniriques, etc. Et là, il en a fait à peu près 2000, je crois. Quand même, c'est important. Ah oui, bien sûr. Ah oui, non, mais il a été très très sollicité. Passé un temps, je crois qu'il faisait à peu près une dizaine de personnes par jour. Et d'ailleurs, à la fin, il commençait à fatiguer parce qu'il était très très sollicité, quoi. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion vous donne l'écho du Grand Sud. Chaque jour, Fréquence Évasion est sur le terrain. De la Côte d'Azur au pays camarguais et languedocien, Fréquence Évasion vous fait vivre l'actualité du Grand Sud. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Nous sommes de retour, nous sommes toujours en compagnie de Frédéric Duboulet d'Au-delà du miroir et nous parlons d'Edgar Cayce. Alors, est-ce qu'il pratiquait l'hypnose? Justement, on parlait de réincarnation il y a quelques instants. Est-ce qu'il a pratiqué l'hypnose pour faire ce qu'on dit, des régressions, pour essayer d'extirper ou de comprendre la maladie des patients? En fait, ce qui se passait, c'est que lui, il expliquait que pour la plupart des cas de figure, il se plongeait dans ce qu'il appelait le livre de vie, ce qu'on appelle couramment les annales akashiques. Tout à fait. Voilà, donc qui sont la mémoire de l'univers, c'est-à-dire que sur une dimension qui ne peut pas être palpable, qu'on ne peut pas déterminer de façon matérielle, en se connectant
à ce type de dimension. C'est pour simplifier la chose, hein. C'est un peu plus compliqué que ça, mais bon bref, on arrive à obtenir des informations sur ce qu'on appelle les annales akashiques. Ouais. Finalement, on va expliquer ce que c'est justement les annales akashiques, parce qu'on nous pose souvent la question. Finalement, c'est comme un disque dur, un énorme disque dur où toutes les informations sont stockées, les informations de chacun, de tout ce qui vit, de tout ce qui a vécu. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire les annales akashiques sont une mémoire qu'on appelle la mémoire de l'univers, où tout y est enregistré depuis la naissance du cosmos et depuis la naissance de toutes les âmes. Parce que d'après les lectures d'Edgar Cayce, toutes les âmes, tous les esprits ont été créés au commencement. Tout a été créé. Tout s'est créé au même moment. C'est ce qu'expliquait Edgar Cayce dans ses diverses lectures. Et donc lui se plongeait dans ce fameux livre de vie, comme lui l'appelait, pour obtenir des informations et qui transmettait, alors par l'intermédiaire, donc voilà, hein, de forme orale et de façon très fluide, quoi, hein, où il expliquait. Et c'est pour ça qu'il utilisait souvent, alors c'est ça qui déroutait un petit peu les gens au début, c'est qu'il utilisait souvent nous, il parlait de nous. Il disait nous fonctionnons comme ça, nous sommes issus de, etc. Nous avons vécu en Atlantide, ou il, parce que si vous voulez, la personne qui parlait ne s'affiliait pas directement au corps dans lequel il était. Je sais pas si c'est clair, mais c'est-à-dire que c'était Edgar Cayce sans être réellement Edgar Cayce. Edgar Cayce n'était qu'un nom, quelque part. Tout à fait. Que comme nous, le nom qu'on porte durant l'âge d'une vie. Tout à fait. Voilà, donc ça c'était assez déroutant. Mais il a fait des lectures sur l'Atlantide où il expliquait comment fonctionnait l'Atlantide, qui, alors, encore une fois, on le rappelle, qui n'est pas censé exister, hein, qui n'a censé jamais exister. À part Platon et quelques philosophes grecs qui en ont parlé, il expliquait qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi elle s'était effondrée et elle avait été engloutie par le déluge, quelle était la connaissance complètement incroyable que possédaient les habitants de l'Atlantide. Ça allait très très loin, quoi. Et brièvement, qu'est-ce qu'il disait ? Alors, sur l'Atlantide, ça rejoint ce que dit la tradition hermétique. Hein. On pourra faire aussi une émission sur la tradition hermétique, parce que ça c'est un peu compliqué, mais c'est très très important à expliquer aussi. Ce que explique la tradition hermétique, et c'est expliqué aussi Edgar Cayce, c'est que, pour faire simple, hein, parce que l'Atlantide, on pourrait faire des livres et des livres dessus, parce que c'était une civilisation qui a duré pendant des millénaires et des millénaires, hein, mais à la fin, il y a eu des scissions, c'est-à-dire il y a eu 2 scissions importantes, avec ce qu'on a appelé par la suite les fils de l'un et les fils de Bélial. Donc les fils de l'un étaient des personnes encore orientées sur la spiritualité, hein, sur l'intérieur de soi, sur le développement spirituel, le respect des autres, etc., etc. Et les fils de Bélial, eux, étaient plus orientés sur l'aspect matérialiste, sur le développement un petit peu de l'ego, quelque part, hein, le bien de soi, sans forcément faire attention à ce qu'on faisait à autrui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui, finalement. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, et c'est un petit peu ce que explique, alors je continue un petit peu rapidement sur la tradition hermétique, mais c'est un peu ce qu'explique la tradition hermétique de nos jours, c'est-à-dire qu'on revit ce qui s'est passé en Atlantide il y a des millénaires. Donc nous sommes affrontés quelque part au même système de karma, hein, qui est simplement une loi de cause à effet, parce que ça, je pense que on avait fait une émission sur la réincarnation. Oui. Mais c'est important de le rappeler, et il faut pas voir le karma comme une tare. Non. Clairement, c'est important de comprendre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas subir son karma. Le karma est simplement issu d'une loi universelle qui fonctionne de partout de la même façon, c'est-à-dire la loi de cause à effet. Et c'est plus une école, hein, finalement. Oui, et c'est ce que disait encore une fois Edgar Cayce, c'est qu'il expliquait que la Terre était une école pour grandir spirituellement. Même si c'est une dure école, ça reste une école. Alors, certains auditeurs m'ont dit, finalement, quelque part, d'être ici, dans cette dimension, c'est une punition, on est en tôle, quelque part. Tout dépend comment on le ressent. Est-ce qu'on est dans une prison ou est-ce qu'on est à l'école ? Oui, bien sûr. Mais pour grandir, il faut aussi passer un peu par l'école et il faut passer par des expériences de vie, tout simplement. Alors, ce qui est très ennuyeux, c'est que j'avais fait une émission avec Lionel Del et Lionel me disait que, elle recevait des messages justement de ces êtres de lumière qui lui disaient que certains êtres n'ont jamais été incarnés. Alors, on peut se poser la question, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'on a fait pour être incarné, pour être venu dans une telle galère, quoi ? Oui, je pense sincèrement qu'il n'y a pas de hasard. Moi, je ne crois pas du tout au hasard. Je pense que les choses se mettent en place parce qu'elles doivent se mettre en place et qu'il y a une bonne raison. Après, je suis peut-être pas forcément plus partisan du fait que de cette théorie que certaines âmes n'ont pas forcément été incarnées. Je pense qu'on récolte ce qu'on sème, tout simplement. Peut-être que des âmes sont allées très très loin, malheureusement. Malheureusement un peu dans la noirceur, voilà. Dans la terreur, la souffrance, la haine, et elles en ont récolté ce qui est collé à ça, tout simplement. Oui, parce qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Hein. Ah oui, bien sûr. Et aujourd'hui, elles sont enfermées aussi dans ces espaces-temps qu'elles se créent eux-mêmes.
Tout à fait. On avait fait une émission sur les personnes décédées, vous savez, les personnes qui partent pas, qui trouvent pas la lumière, restent dans leur espace-temps parce que dans leur esprit, dans leur façon de penser, elles s'enferment elles-mêmes dans leur prison. C'est un peu ce qui se passe avec des entités un peu obscures, un peu occultes, qui vont rester et qui vont continuer à s'alimenter, mais d'énergie de basse fréquence, de haine, de colère, de douleur, de choses comme ça. Mais elles se détruisent elles-mêmes, sans forcément peut-être s'en rendre compte, mais c'est un petit peu ce qui se passe. Et c'est aussi, encore une fois, ce que Edgar Cayce expliquait au fur et à mesure de ses lectures. Alors il y a plein de livres qui ont été écrits sur Edgar Cayce, qui sont très intéressants. On peut retrouver une partie des lectures qu'il a faites, parce qu'il y avait des lectures qui étaient aussi confidentielles, dédiées à la santé des patients. Par contre, toutes les lectures de type lecture de vie ou lecture spéciale qu'il a pu faire sont mises à disposition. Il y a des informations qui sont vraiment super intéressantes sur l'Atlantide, sur les anciennes civilisations, sur un petit peu le devenir aussi quelque part de la planète, si toutefois l'être humain ne change pas trop de directive, quoi. Alors comme toujours, les sceptiques doutaient de ses prouesses psychiques, ainsi que les chrétiens conservateurs qui se posaient des questions sur son orthodoxie. Finalement, on se retrouve encore dans la même situation qu'aujourd'hui. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se disait à cette époque, justement, à l'époque d'Edgar Cayce, sur justement ces prouesses? Eh ben, étant donné, alors forcément, il y a eu quelque part il y a eu une diabolisation. De toute façon, c'est simple, quand on comprend pas quelque chose, on le diabolise. C'est souvent ce qui s'est passé. Je pense que l'histoire nous a montré à plusieurs reprises des exemples. Ça a été le cas pour plein de personnes qui malheureusement ont fini sur le bûcher, alors qu'elles n'avaient pas forcément le diable au corps. Mais pour l'Église ou pour les autorités ecclésiastiques en place, elle avait le diable au corps, quoi. C'est un petit peu ce qu'a subi Edgar Cayce parce qu'il sortait des sentiers battus. Quelqu'un qui plonge en état léthargique et qui arrive à obtenir des informations complètement incroyables, complètement hallucinantes et surtout très pertinentes. Parce que si vous faites des recherches sur ce que Edgar Cayce expliquait, vous allez vous rendre compte que ces recherches-là collent avec ce qu'Edgar Cayce disait par la suite. Mais forcément, ça a dérangé parce que ça collait pas non plus à la vision purement, on va dire, catholique chrétienne, parce que c'était ces courants-là dans lesquels il était, où il vivait. Et forcément, ça dérange, comme la réincarnation, comme d'autres positions sur la vie de Jésus. Parce que voilà, ça c'est intéressant, c'est ce que j'allais dire. Pour Edgar Cayce, il expliquait que Jésus était comme le Bouddha. Jésus était comme le Bouddha, c'est-à-dire que c'était une personne physique, mais qui avait accédé à ce qu'on appelle l'état christique. Et à un savoir. Exactement. À une connaissance. Christique, c'est-à-dire à la connaissance christique, comme ce qui s'est passé pour le Bouddha, qui a eu accès à l'état d'éveillé, c'est ce que signifie Bouddha, c'est l'être éveillé, qui s'est libéré en fait des chaînes de la matière, de par son travail sur lui, sa sagesse, ce qu'il a mis en place, la façon dont il se comporte avec les autres, qui a permis de se détacher de tout ça. Et une fois qu'on atteint ce qu'on appelle l'état christique, dans le langage ésotérique, c'est le Christos solaire qui réside à l'intérieur de nous, parce que c'est aussi ce que prônait Edgar Cayce, c'est qu'il expliquait qu'en priorité, Dieu il était à l'intérieur de nous, plus qu'aller le chercher à l'extérieur. Vous voyez ? Et ça, c'était quelque chose qui dérangeait beaucoup aussi à l'époque. C'est-à-dire qu'il faut mettre en parallèle les mots qui ont été usés à travers le temps, à travers les siècles, les mots religieux. Il faut appeler un chat, un chien, un chien. Et expliquer aux gens ce qui se passe, je dirais techniquement, pour qu'ils comprennent exactement que finalement que ce sont que des fréquences. On est dans des plans de fréquences et plus on monte en fréquence et en vibration, plus on atteint cet état d'éveil et de savoir. Oui, bien sûr, tout à fait. Alors c'est un état, pour finir sur la vision de Jésus, que n'importe quel être humain peut accéder. Tout à fait. Oui, complètement. C'est quelque chose que tout le monde peut accéder sans aucun problème. Mais par contre, pour obtenir ces états-là, ou ces niveaux d'avancée spirituelle, il faut travailler sur soi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi. Non, parce que les gens ont plein d'images d'Épinal dans la tête et c'est très difficile de leur en faire sortir. Oui, bien sûr. Puis les gens vont chercher surtout à l'extérieur ce qui réside en eux, en fait. Oui, parce que tous ces champs sont imbriqués finalement. Oui. C'est pour ça qu'on a plusieurs corps. Quand on parle des différents corps, chaque corps est fait pour vibrer sur une certaine fréquence, donc dans un certain champ. Oui, tout à fait. Alors, Frédéric, il y aurait 25 centres Edgar Cayce à travers le monde. Et certains, d'ailleurs, l'appellent Edgar Cayce. Oui, il y a les deux appellations. Alors moi, je dis Edgar Cayce, mais beaucoup l'appellent Edgar Cayce, effectivement. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent dans certains reportages qu'on peut voir à la télé. D'ailleurs, on voit les gens qui l'appellent Cayce, qui utilisent ce nom-là. Tout à fait. Et il y a beaucoup de
centres, et notamment alors la première association, qui est la principale, qui est l'ARE, qui est l'Association pour la recherche de l'enseignement spirituel. Et là, la véritable association qui est en lien avec les différentes lectures et travaux d'Edgar Cayce et qui a recensé l'ensemble de ces lectures. Donc ils ont un site internet qu'on peut consulter, il suffit de taper Edgar Cayce ARE, on va vite le trouver, ou même Edgar Cayce, je crois qu'il arrive dans les premiers liens, où là on a quelques éléments sur la vie d'Edgar Cayce, sur qu'est-ce qu'il a pu transmettre comme information. Mais je pense qu'il est très important de se rappeler sur Edgar Cayce, c'était véritablement quelqu'un de très de très pieux, de très intègre, quelqu'un de très naturel, de très gentil. Et lui voulait un petit peu comme d'autres grands qui sont passés avant lui, le bien pour l'humanité. Et que l'humanité puisse se libérer de tous les maux qu'elle a, et par la suite il a compris avec les différentes lectures qu'il a eues, qu'il a données, que ces maux-là en priorité c'est nous qui nous les créons. Vous voyez, il n'y a pas de Dieu qui nous inflige quelque chose. C'est ça qu'il faut comprendre. Et je pense que le message est véritablement là, c'est qu'on se crée nous-mêmes nos propres maux, nos propres maladies, et par ce fait-là, on est capable d'y remédier. D'ailleurs, ça fait partie du libre arbitre. Et ça fait partie du libre arbitre. Non, parce que ça arrange certains de dire qu'il y a un Dieu qui punit, etc., quand même. Ah oui, bien sûr, tout à fait. Et puis, effectivement, la Bible n'a pas non plus aidé à sortir de cette vision des choses. Ouais, tout à fait. Parce qu'on voit un petit peu ce que moi j'appelle souvent le Dieu hamburger, c'est-à-dire perché en haut sur la partie supérieure, au milieu l'humanité et puis en dessous les enfers. Ouais. Et on se retrouve en sandwich au milieu, vous voyez. Oui, tout à fait. Cette vision-là est une vision issue, donc qui a été portée par la Bible, mais qui a été issue des textes beaucoup plus anciens. C'est la nature de la Bible. La Bible n'a pas été écrite en un jour par une personne, vous voyez. C'est quelque chose qui a été écrit. Alors, encore une fois, on pourrait faire une autre émission là-dessus parce que c'est très long à développer. Mais la Bible est issue, d'années, de siècles même, d'écritures qui ont été récupérées, retracées, reformulées, remélangées, issues d'anciens textes qui datent de l'époque des Sumériens et même, je suppose, bien avant les Sumériens. À l'époque, par exemple, je suppose aussi, encore une fois, de l'Atlantide. Tout à fait. Alors, Edgar Cayce considérait les expériences psychiques et les expériences extrasensorielles comme des sous-produits normaux de la croissance de l'âme. Effectivement, il avait comme ça, et encore une fois, c'est des éléments qu'il avait grâce à ses lectures qu'il faisait, où les gens posaient des questions existentielles et on avait des réponses comme ça qui arrivaient. Et des fois, c'était pas forcément tout évident à comprendre, mais il sous-tendait effectivement qu'il y avait comme ça des éléments qui n'étaient pas directement issus, que c'était aussi le développement de l'âme qui devait passer par ces états-là et ses ramifications. Que dire d'autre sur Edgar Cayce, Frédéric ? Et encore une fois, les gens peuvent venir sur le forum, sur Au-delà du miroir, pour regarder un petit peu ce qu'il y a dessus. Ils peuvent faire des recherches sur Internet. Il y a des livres qui sont vraiment très intéressants. Alors moi, malheureusement, j'ai pas eu l'opportunité de lire des livres dessus. Il faudrait que je m'y mette un petit peu parce que c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup, notamment les lectures sur les anciennes civilisations qu'il a pu faire. Mais on peut trouver des informations sur des sites internet qui sont super pertinents. Il faut vraiment s'y intéresser parce que c'est quelqu'un qui était vraiment incroyable et puis qui a laissé quand même une histoire derrière lui avec des éléments sur lesquels on peut se raccrocher et qui vont dans le sens des personnes qui ont travaillé sur ces sujets-là de façon honnête et avancée. Comme l'Atlantide qui a soi-disant jamais existé alors qu'elle a bel et bien existé et qui possédait des connaissances complètement incroyables. D'ailleurs, on a republié un livre dans les années 80 qui s'appelait Réconciliation avec la vie. Oui. Edgar Cayce. Voilà. Un livre vraiment très intéressant. Un livre, je suppose, très intéressant et puis surtout véritablement un grand monsieur comme on en a eu à travers notre planète, mais pas non plus des mille et des cents. Enfin, c'était vraiment un personnage complètement incroyable et qui a apporté beaucoup à l'humanité et qui a apporté beaucoup aux gens qui sont venus le consulter aussi, bien sûr. Alors pour terminer, quelques mots sur l'Atlantide. Donc, oui, tout à fait. De l'Atlantide, qui était un continent qui était complètement très très grand. À son origine, elle faisait à peu près, ça devait faire facilement la taille de tout le bloc des États-Unis, le bloc américain, nord et est, et qui se situerait justement dans l'océan qui porte son nom. C'est pas un hasard non plus, entre justement l'Europe et les États-Unis, quoi. Oui, ouais. Et donc c'était un continent gigantesque qui s'est effondré sur plusieurs reprises. C'est-à-dire que le déluge n'a pas eu lieu, ça a été enseveli sous un déluge et la montée des eaux, mais ça s'est pas fait en une nuit. Ça s'est fait par cycle et par étapes. Et en revanche, la dernière partie qui a été submergée, que les Grecs et Platon, notamment dans le Timée de Platon, c'est là où on retrouve quand même les éléments de l'Atlantide,
sont été la dernière partie de l'Atlantide qui s'est, elle, effectivement submergée en une seule nuit, quoi. D'accord. Et donc, il y avait des connaissances complètement incroyables, c'est-à-dire que les habitants de l'Atlantide possédaient des connaissances donc alors spirituelles avancées, mais sur les énergies libres, hein, on avait fait une émission dessus aussi, sur la connaissance sur ce qu'on appelle le vril, hein, une énergie avec une capacité, avec des possibilités techniques complètement incroyables, qui dépassent notre entendement encore aujourd'hui. Donc on commence tout juste à comprendre parce que des choses remontent un petit peu à la surface. Et donc, il avait fait, voilà, c'est ça que je voulais dire, il avait fait une lecture où il disait que, alors je sais plus dans quelle année, je crois que c'était dans les années 80, ou fin des années 70 ou peut-être les années 80, que l'Atlantide sortirait des eaux, ressurgirait. Allez, alors, Oui. alors justement, je vais être encore obligé de faire un peu le parallèle avec les NDE et de citer Nicole, évidemment, comme d'habitude. Elle nous disait, dans sa NDE, elle a eu l'information suivante, c'est-à-dire à savoir la résurgence de l'Atlantide. Oui, ben voilà. Alors, c'est exactement ce que Edgar Cayce a dit, la même chose, exactement. Et c'était en 68 qu'elle a obtenu cette information. Hein. D'accord. Et il y a plusieurs aussi personnes de noms, de renom, des personnes qui vraiment, pas forcément des concepts New Age ou autres. Non. Il faut vraiment se méfier. Il y a vraiment à boire et à manger là-dedans. Encore une fois, je préviens les auditeurs, parce qu'il me semble important de le redire. Il faut vraiment faire attention au mouvement New Age et certains, ce qu'on appelle des channelings, c'est-à-dire des informations. Que certains réceptionneraient, certains médiums, certains réceptionneurs peuvent capter. Où là il faut faire très attention aux informations qui sont transmises. Le parallèle étant fini, sur l'Atlantide, il avait dit qu'il ressortirait dans les années 80, donc tout le monde a crié à l'époque au scandale en disant voyez, l'Atlantide n'est pas ressortie, et donc Edgar Cayce a menti. Sauf que, c'est là où c'est intéressant encore une fois, c'est que sur les côtes de Bimini, il a été découvert à cette même période, exactement à cette même période, des vestiges sous l'eau d'une ancienne structure qui, soi-disant, d'après les autorités en place encore aujourd'hui, est une structure naturelle. Mais quand on s'y intéresse de près, c'est une structure qui n'a rien de naturel. Parce qu'on voit des marches d'escalier, on voit des angles parfaitement droits, enfin vous voyez, des supports, des liens trigonométriques que la nature n'exécute pas de cette façon-là. Et donc qui pourrait être une partie de l'Atlantide. Donc elle se situe entre le continent américain. Alors ça se situe, oui, c'est quasiment, je dirais, c'est pratiquement collé aux États-Unis, sur la côte est des États-Unis, au niveau de l'océan Atlantique, quoi. Et ce fameux triangle des Bermudes, c'est un rapport ? Alors le triangle des Bermudes pourrait avoir un rapport, effectivement, parce qu'il ne se situe pas très 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 loin. Il pourrait avoir des liens qui sont attraits au magnétisme, c'est une possibilité. Ça peut être aussi, d'après certaines informations que moi j'avais pu regarder parce que je m'étais quand même pas mal intéressé, qui était l'ancien pôle, l'ancien nord magnétique de la planète. Parce qu'il y a aussi des changements d'axe magnétique de la planète. Et apparemment, le triangle des Bermudes pourrait être l'ancien pôle Nord, quoi. D'accord. Après, encore une fois, aujourd'hui, ça reste encore beaucoup des supputations sur ces éléments-là, et pas forcément des réponses avancées, quoi. Nous allons redonner l'adresse du site Au-delà du miroir. Oui, bien sûr. Alors, c'est http://au-delà du miroir, tout attaché, .forumactif.org, et puis une recherche très rapide sur Google en tapant au-delà du miroir vous permettra d'avoir sur le premier lien accès au site internet. Alors précisons que le site Au-delà du miroir est en lien, bien sûr, sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com, page podcast vidéo, et sur le site de l'émission La Clé du Mystère, www.laclédumystère.com ou .net, comme on veut, et donc c'est dans les liens. Vous trouverez les deux portes pour aller sur le site d'Au-delà du miroir. Merci Frédéric, à la semaine prochaine. Oui, bien sûr, encore une fois c'est moi qui vous remercie, de toute façon comme à chaque fois vous savez bien, c'est un grand plaisir, et puis un grand bonjour aussi encore une fois à tous les auditeurs de Fréquence Évasion et de la Clé du Mystère, et surtout qui n'hésitent pas à poser des questions, et puis on espère les avoir de plus en plus fidèles à l'émission. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dans la Clé du Mystère en compagnie de Frédéric Duboulet d'Au-delà du miroir. Fréquence Évasion.